Il existe des métiers dont on parle peu, des métiers qui se vivent dans le silence, dans l'intimité, au moment où les mots manquent, où la douleur est trop forte. Préparer un visage pour un dernier adieu, habiller un corps, permettre à une famille de se recueillir, parfois de dire enfin au revoir. L'an dernier, en France, près de 650 000 personnes sont décédées. Et derrière ces chiffres, il y a des proches, des enfants, des conjoints, des amis, confrontés à l'une des expériences les plus bouleversantes de la vie, le deuil. Voir une personne décédée aide-t-il vraiment à faire son deuil ? Que se passe-t-il concrètement lors des soins pratiqués sur un défunt ? Peut-on réparer les traces de la maladie ou d'un accident ? Et comment vit-on émotionnellement quand on travaille chaque jour avec la mort ? Notre invitée, Stéphanie Sounac, va nous répondre. Elle est thanatopractrice depuis près de 18 ans et elle est très suivie sur les réseaux sociaux. Elle fait partie de ces professionnels qui œuvrent pour rendre la mort plus humaine, parfois même apaisante. Elle est l'auteure de Les yeux qu'on ferme, qui sort en poche aux éditions Cointeau. Je suis Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé BFM TV. Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Stéphanie Sounac, bonjour. Bonjour. Alors donc on dit thanatopractrice. C'est un métier quand même qui est peu connu. Comment ça vous est venu l'idée de vous orienter vers ce métier ? Donc moi j'ai perdu mon père à l'âge de 7 ans d'un accident de moto, donc une mort violente. On n'avait jamais même évoqué la mort à la maison, même pas un animal de compagnie, quoi que ce soit. Et à la suite du décès de mon papa, pour sa cérémonie, ma famille a décidé que moi et mon petit frère de 3 ans, on n'irait pas aux obsèques. Donc, vu qu'il a eu un accident de moto... On vous protégez, quoi, en quelque sorte, on vous mettez hors circuit. Oui, c'est ça. Puis il y avait eu un obstacle médico-légal, de toute façon. Donc, le cercueil a été fermé à l'Institut médico-légal. Et c'est vrai que on l'a pas vu, on n'a pas vu son cercueil, on n'a pas assisté à la cérémonie, ni à l'inhumation. C'est quelque chose qui m'a manqué tout le restant de ma vie. Et donc, j'ai cherché énormément de réponses. Qu'est-ce que c'est la mort ? Qui s'occupe des morts ? Ils vont où ? Est-ce qu'ils sont dans une maison spéciale ? J'avais beaucoup d'hypothèses. Et à la suite de ça, j'ai vécu d'autres deuils. Et justement, ces deuils m'ont rapproché des métiers du funéraire, dont le métier de thanatopracteur. Donc très très jeune, j'ai décidé que je ferais ce métier plus tard pour éviter à d'autres enfants de vivre ce que moi j'ai vécu. À quel âge vous avez commencé ? Mon métier ? Oui. Je suis rentrée dans l'armée pour que l'armée me paye mes études de thanatopracteur. Et donc, très très rapidement, à l'âge de 20 ans, j'ai commencé mes études. C'est des études sur combien de temps ? Alors, il y a d'abord à l'époque, c'était pas encore un concours théorique national. Maintenant, c'est un concours national théorique avec numerus clausus. Et si on réussit tout du premier coup, il faut compter environ 2 ans et demi entre le moment où on rentre en formation théorique et puis le moment où on est au journal officiel, officiellement diplômé. Et vous êtes combien en France ? Il n'y a pas de chiffre possible à donner. On n'est pas répertoriable. Quelques dizaines, quelques centaines, vous pensez ? Oh oui, plutôt quelques centaines, oui. Et donc, qui vous mandate concrètement ? Vous travaillez tous les jours ? Alors, je travaille tous les jours parce que je suis à mon compte. Donc, je suis indépendante. Je travaille tous les jours de l'année, dimanche et jours fériés compris. Il y a même des thanatopracteurs qui interviennent très tard le soir, parfois la nuit. Et voilà. Qui vous appelle ? Alors, les pompes funèbres, parce que les familles savent très peu qu'ils peuvent nous appeler en direct. Quand, par exemple, quelqu'un décède à l'hôpital, les agents des chambres mortuaires, ils ont pour obligation de notifier à la famille qu'ils doivent choisir leur pompe funèbre, que voilà, ils leur donnent une liste. Par contre, très, très peu notifient qu'ils peuvent faire la même chose pour un thanatopracteur. Donc, en général, nos clients directs, ce sont les pompes funèbres. Est-ce que vous vous rappelez du premier défunt que vous avez pris en charge ? Est-ce que ça a été pour vous un moment ? Racontez-nous. Alors, le premier défunt sur lequel je suis intervenue toute seule en tant que diplômée, je m'en rappelle parce que ce jour-là, je me suis fêlé un doigt en tirant le chariot. C'était pas un chariot normal, c'était de ce côté-là, enfin la verticale, quoi. Et du coup, quand j'ai ramené le chariot, je me suis fêlé le doigt. J'ai dû appeler mon employeur. C'était mon premier jour, j'avais beaucoup de pression. J'étais une femme. À l'époque, il y avait très peu de femmes dans ce métier. Et donc oui, je me rappelle que c'était un monsieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait lors d'un soin de conservation ? Vous commencez par quoi ? Alors d'abord, on va nettoyer le corps, on va le désinfecter. On va faire ce qu'on appelle un petit peu une lecture de corps, c'est-à-dire qu'on parcourt le corps pour avoir des repères,
puisque nous, on va aller chercher le système artériel. Ce sont des corps nus qui vous sont donnés ? Pas forcément, ils sont parfois habillés, alors soit avec les vêtements qu'ils portaient au moment de leur décès sur la voie publique, ou alors ils ont été habillés par les professionnels soignants. Voilà, donc ensuite on les nettoie, et puis on va injecter un produit à base de formaldéhyde par le système artériel. On va récupérer d'abord du coup le sang artériel, et ensuite on va aller ponctionner les liquides en cavité thoracique et abdominopelvienne pour éviter que la décomposition soit de nouveau accélérée, quoi. Alors c'est vrai que le plus marquant, c'est le visage, puisqu'en fait, la famille va surtout voir des personnes habillées, et donc avec le visage. Quels sont les soins particuliers parce que parfois le visage, on dit, est-ce qu'il faut vraiment mettre un bandeau pour fermer, tenir la bouche fermée? Est-ce qu'on ferme les yeux? C'est le titre de votre livre. Comment on fait pour que ce visage soit apaisant pour la famille? Alors oui, nous, notre travail, parce qu'il y a beaucoup de soignants qui disent on a des problèmes justement pour que les bouches soient fermées, présentables pour les familles. C'est normal, c'est pas leur métier. Par contre, nous, on a des techniques, on fait des ligatures de bouche. Donc forcément, on est aidé avec du matériel exprès. Ensuite, quand on va injecter le produit à base de formaldéhyde, en fait, on va enlever les lividités. Donc du coup, la couleur de la peau revient quelque part normale. On travaille avec beaucoup de colorants, on a des additifs qu'on peut ajouter pour... rendre le teint un peu plus rose, voilà, ou juste réhydrater plus, ou au contraire, essayer de réduire un œdème. Donc ça, c'est vraiment en fonction de quand on est devant le corps qu'on peut le décider. Et donc, une fois que vraiment le soin est passé, il va nous rester l'aspect esthétique. Donc on s'aide de maquillage, si vraiment au passage du fluide, ça n'a pas enlevé ou retiré toutes les lividités, ou que c'est vraiment pas un teint uniforme. Et puis ensuite, on va aussi s'aider des lumières qu'il y a dans les salons funéraires. Parce que parfois... moi, je vois les stagiaires qui viennent avec moi, ils me disent oh là là, mais là, le teint, il paraît pas très normal. Et je leur réponds, mais si, parce que nous, on s'aide aussi de la luminosité. On va mettre plus de lumière ou moins de lumière. Ça dépend aussi s'il y a de la lumière du jour naturelle qui rentre. Donc voilà, on va faire en sorte, en tout cas, que le visage soit naturel et que la famille puisse reconnaître son défunt. Le but, c'est pas d'en faire une poupée de cire. C'est pas de maquiller quelqu'un qui s'est jamais maquillé de sa vie. Parfois, il va rester une petite lividité quelque part. Moi, je discute, je discute toujours avec mes équipes, donc les conseillers funéraires, et je leur explique que ça, c'est des choses qu'il faut dire aux familles. Il va peut-être pas avoir un teint de poupée, mais on va respecter le fait que c'est quelqu'un qui se maquillait jamais, par exemple. Tous les défunts ont ce type de soins ? Alors non, les soins de conservation, c'est pas obligatoire. Les soins de conservation, c'est soit à la demande de la famille, soit de son vivant, la personne a fait un contrat obsèque et l'a notifié dedans. Et donc vous intervenez combien de temps après le décès ? Parce qu'en fait, c'est vrai que par rapport aux enterrements, il y a des enterrements qui se font rapidement, il y a des enterrements plus tardifs, donc ça veut dire, j'imagine, que les soins que vous apportez sont adaptés en fonction de ces délais. Exactement. C'est-à-dire que nous, pour faire le soin de conservation, on a absolument besoin de savoir quand est-ce que va se dérouler la cérémonie, l'inhumation ou la crémation, mais c'est quelque chose qu'on a besoin de savoir pour nos dosages. Donc en général, on intervient très très rapidement. Voilà, une fois que les familles sont allées voir, en tout cas les pompes funèbres, tout se déclenche à ce moment-là. Par contre, parfois, ce qui met du temps, c'est que les familles aillent trouver les pompes funèbres. Donc parfois, ça rallonge un petit peu le délai. Vous parlez d'injection, etc. Quelle part il y a de technique, de science et presque d'art dans votre métier ? Eh ben, dans les soins de reconstruction, après de graves accidents, etc., où vraiment il faut reconstruire une partie du visage, par exemple, l'art, il fait 80% de notre métier. Parce qu'on va devoir travailler avec des matières comme le silicone, comme de la cire, et modeler. Donc c'est vraiment une grande minutie, on doit faire des sutures invisibles, parfois on doit même imaginer, parce que on n'a jamais un corps comme un autre. Donc même dans ces blessures, dans les chairs, c'est jamais les mêmes personnes, et parfois on se dit ah ben mince, ce cas-là je l'ai jamais rencontré, qu'est-ce que je peux trouver comme solution? Voilà, et quand le défunt est donneur d'organes, ça c'est possible aussi ou... Tout à fait, oui, ça ne change rien au fait qu'il peut y avoir un soin de conservation. La technique sera pas la même, mais voilà. C'est principalement le visage, mais ça peut être aussi le reste du corps. Tout à fait.
tout à fait. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur 2 artères ou une artère, on va travailler sur 6. Alors vous écrivez dans votre livre, j'ai affronté toutes sortes d'émotions qui viennent avec le deuil, le désarroi, l'extrême gentillesse, la reconnaissance, la froideur, la colère, l'agressivité. J'imagine que vous êtes confronté à des moments émotionnels extrêmement forts. Vous êtes musclé au fil du temps. Vous avez maintenant capacité à apaiser, à répondre, parce que c'est quand même des moments extrêmement douloureux pour tout le monde. Oui, c'est ça. Au début de ma carrière, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup eu à faire, puisqu'on faisait les soins à domicile 80% du temps, puisque j'ai commencé sur Marseille. Donc vraiment, en plus, dans le sud, on veille beaucoup les défunts à la maison. Les défunts restent beaucoup à la maison. Donc c'était vraiment... on avait cette rencontre avec les familles qui était quasi systématique. Aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est vraiment à ma demande. Alors, je parle pour moi, hein, pas pour tous mes autres confrères et consoeurs. Mais en tous les cas, quand je fais un soin de reconstruction, par exemple, où je vais vraiment travailler avec des matières délicates, je vais tenir à rencontrer la famille pour leur notifier à peu près ce que j'ai fait et pour leur faire comprendre que, par exemple, si je refais le côté droit du visage, il ne faut pas l'embrasser de ce côté. C'est important aussi qu'ils le sachent. Ça vous prend combien de temps au maximum? J'imagine que ça dépend évidemment de... Oui, ça dépend. Un corps intègre... plus longue reconstruction que vous ayez eu à faire? Alors, la plus longue, j'ai des confrères qui ont eu des soins beaucoup plus longs que ça, mais moi, j'ai mis entre 8 et 9 heures de travail sur la même personne. Qu'est-ce que ça change dans le processus de deuil? Eh bien, voir, c'est croire, pour beaucoup de gens. Il y a des personnes, ils n'ont pas besoin de ça, mais en tout cas, pour ceux qui en ont besoin, c'est vraiment un passage qui est hyper important, parce que s'ils ne voient pas, eh ben, tout le restant de leur vie, comme ça a été le cas pour moi, ils ne croiront pas. Des fois, même quand on leur présente le défunt, leur inconscient fait qu'ils ne veulent pas croire. Ils disent non, c'est pas lui, je le reconnais pas. Un déni. Ça arrive quelquefois. Et on sait très bien, en fait, que au fil des jours, où ils vont revenir le lendemain, puis le surlendemain, ça va s'atténuer, il va y avoir des nuances, et puis ils vont se dire ah oui, c'est vraiment lui. Voilà. Et c'est vraiment, cette dernière image, elle est très très importante pour beaucoup de personnes. Alors si on revient justement à votre histoire, ce qui vous a motivé en quelque sorte, c'est par rapport aux enfants. Les enfants, en général, les parents les amènent, leur expliquent. Les enfants, on les laisse choisir, de voir s'ils veulent voir la personne. Comment ça se passe? On raconte, on explique, parce que c'est quand même pour un enfant extrêmement dur de voir quelqu'un comme ça dans un cercueil. C'est ce qu'on pourrait penser. Pourtant, quand on aborde le sujet de la mort avec un enfant, c'est très facile. Il n'y a pas de difficulté avec eux. C'est rationnel. Voilà. C'est les adultes qui inventent des mondes imaginaires pour se rassurer et pour peut-être essayer de rassurer les enfants, alors que pour eux, c'est très clair dans leur tête. J'ai aussi vu des drames, des parents tirer leurs enfants par la main ou la capuche pour aller voir papy ou mamie. Ça, c'est aussi terrible. Ce qu'il faut, c'est alors qu'ils n'ont pas envie. Alors qu'ils n'ont pas envie. Et il faut respecter, bien sûr. Il faut respecter. Parler à des enfants avec des mots d'enfant, suivant leur âge. Dire ce qu'il va y avoir derrière la porte, qu'est-ce qu'on va trouver, déjà pour pallier à l'angoisse. Et puis parfois, aussi se déguiser. Par exemple, moi j'ai une amie qui l'a fait, et son papa, le papa de la petite est décédé. Elle avait 18 mois, et ils étaient fans tous les deux du dessin animé Les Mignons. Et donc ils ont décidé d'aller au funérarium, tous déguisés en mignons, quoi. Et la petite de 18 mois, elle a fait un bisou à son papa dans le cercueil. Enfin voilà, au moins, elle aura vécu cette étape. Même si elle ne s'en rappellera peut-être pas forcément, on ne sait pas. Mais elle l'aura vécu. Il y a des jours évidemment plus difficiles que d'autres. Vous racontez dans votre livre ces 2 décès simultanés avec Louis, 10 ans, et sa grand-mère. Vous écrivez « Je suis celle qui va les faire rentrer, les parents, dans une pièce pour y vivre une confrontation qu'ils n'oublieront jamais, voir leur petit garçon mort. Je suis celle qui va leur demander de ne pas embrasser leur enfant sur le visage pour ne pas risquer de découvrir ce qu'il y a derrière le travail de reconstruction. » Comment vous gérez personnellement tous ces moments? Avec de l'humanité. Voilà, parce que... Alors, parfois, oui, ça m'arrive de pleurer. Alors, j'ai remarqué, souvent, je suis là en tant que professionnelle et je tiens à avoir cette place parce que ça va être un peu la bascule pour les gens. C'est-à-dire que souvent, les gens, au lieu de tomber, ils s'accrochent à nous. Voilà, au lieu de pousser un cri, ils vont nous tenir la main. Par contre, j'ai bien compris au fur et à mesure des années que si j'ai un contact physique avec la personne,
Je me rappelle d'une petite dame, je l'ai accompagnée voir son époux, et puis en fait, elle m'a attrapé le bras, et en m'attrapant, dès qu'elle m'a attrapé le bras, je me suis mis à pleurer avec elle. Parce que ce contact physique, c'est l'humain, c'est la vie, c'est... Donc voilà, je m'autorise aussi ces moments-là, mais en gardant tout à fait la barrière que ce n'est pas mon proche, ce n'est pas mon décès, je n'ai pas de lien affectif avec cette personne. Donc quand j'arrive à garder ma position de professionnelle, je la garde. Et puis quand c'est trop difficile, soit je sors, soit j'attends d'être toute seule dans ma voiture, et puis si ça arrive devant les familles, ça arrive devant les familles. Est-ce que le fait quand même de travailler donc depuis 18 ans, c'est ça, avec des personnes décédées, avec les familles, avec ces pics émotionnels extrêmement forts, est-ce que pour vous ça a changé votre vision de la vie et de la mort? C'est en fin de compte pour vous, est-ce que vous avez peur de mourir par exemple? Est-ce que ça a changé? Non, j'ai peur d'avoir mal en mourant. C'est la façon dont je vais mourir qui me terrorise un peu, mais non. Et puis... Ça l'a pas apaisé pour vous? L'appréhension de la douleur, pas du tout. Non, parce que parfois on voit des corps arriver hyper crispés, on sent bien qu'il y a eu de la souffrance, quoi. On le voit, donc ça me fait un peu peur. Mais sinon, ça m'a réconcilié et avec la vie et avec la mort, en fait, mon métier. Parce que je suis plus en colère après la mort. Je sais qu'elle va arriver pour chacun d'entre nous. Et puis elle m'a permis aussi de pouvoir créer des souvenirs pour mes enfants, créer des choses dont moi j'ai manqué toute ma vie. Et on en parle très librement à la maison. En plus, je suis entourée de personnes qui travaillent dans le funéraire, donc les repas de famille... Vos enfants, ils savent ce que vous faites, bien en fait. Sûr, bien Ils sûr. disent quoi à l'école sur la fiche? Que je répare les morts, voilà. Mais, ou que je les fais beaux pour le plus petit. Mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose de très naturel. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on aborde ce sujet avec naturel, les angoisses, elles disparaissent. Et on se rend bien compte que chaque jour, faut rire de nos enfants, c'est un merveilleux souvenir, que voilà, même un découvert, c'est un merveilleux souvenir. Voilà, il y a des choses qu'il faut relativiser, il y a des gens qui vivent tellement pire. Quelles idées reçues vous combattez encore le plus souvent? Qu'on fait ça pour l'argent. Souvent. C'est pas le cas. Ça coûte cher? Non, oui, je pense que pour une famille, ça a quand même un coût. Maintenant... Ça dépend du travail, du temps passé, mais en moyenne, ouais. C'est combien? Entre 180 et 250 €. Alors ça, c'est le prix qu'on facture aux pompes funèbres. Donc, après, Elles prennent leur marge. Oui, après leur marge. Voilà. Mais du coup, si j'avais voulu être riche, j'aurais choisi un autre métier. Les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes extrêmement présente, vous avez l'impression que ça libère la parole, que beaucoup de personnes, en fin de compte, vous répondent, vous interrogent, et que ce sujet de la mort, qui reste quand même tabou, même si des gens parfois paraissent libérés, ça reste quand même un moment difficile pour tout le monde. Est-ce que les réseaux sociaux aident positivement dans ce sens? Bien sûr. Il y a même des fois où je crée des vidéos pour justement permettre aux gens de libérer leurs paroles. Et d'ailleurs, ils me le disent en commentaire. Merci Nanou d'avoir fait cette vidéo, ça m'a fait du bien de l'écrire. Et puis ils se répondent entre eux, ils se soutiennent entre eux. Vraiment, j'ai une communauté qui est hyper bienveillante. Il y a des gens qui sont rencontrés dans la vraie vie et qui sont soutenus à côté. Ça crée... et on sent bien qu'il manque une telle place comme ça en France. Des lieux où on va pouvoir s'exprimer librement, sans avoir peur que la famille nous juge ou que les amis aient peur de ce qu'on va dire ou de ce qu'on va ressentir comme émotion. C'est quelque chose de très important. Il y a même des gens qui m'ont écrit en me disant depuis que je te suis, j'ai eu un décès et grâce à ce que tu dis et grâce à comment tu l'expliques, j'ai pas eu peur d'aller voir mon défunt au funérarium. Est-ce que la religion aide ou au contraire est un obstacle? Je pense que ça c'est personnel et individuel. Je sais pas, peut-être. Merci beaucoup Stéphanie Sounac. On rappelle votre livre Les yeux qu'on ferme, qui était sorti aux éditions 41 et qui sort en poche début avril aux éditions Quanto. Et nous on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.